Allez, on va démarrer sur cette session, nouvelle émission télé en direct du FAN 2014, les usages face à la transformation numérique. Donc ça, c'est la baseline de la journée. Et sur cette session, après avoir parlé d'objets connectés, d'e-santé, de villes intelligentes, etc., on va à présent parler de normalisation sur cette émission. Donc émission télé qui est en direct et en public, en direct des docks de Paris. Allez, on va démarrer cette émission. Avec moi, trois intervenants. Je vais leur passer la parole tout de suite pour qu'on puisse mieux les connaître. À mes côtés, Christian Dubourg. Je vous laisse saisir le micro et vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc Christian Dubourg, je suis directeur d'une société éditrice de solutions de gestion de contenu et je suis autour de la table. Pourquoi? Parce qu'on met en œuvre évidemment la normalisation au sein de nos solutions. On participe également au groupe de travaux qui travaillent sur les différentes normes de nos métiers et on propose à nos clients des solutions qui suivent ces règles de l'art dont on suit respectueusement les travaux. Très bien. À vos côtés, Jean-François Legendre, AFNOR. Quelques mots de présentation également. Donc bonjour, donc, moi je suis responsable pour la normalisation dans le secteur du numérique, donc tout ce qui est ville intelligente, tout ça, on a à peu près des idées. Donc au sein d'AFNOR, alors qu'est-ce qu'AFNOR? AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, donc c'est le point central en réalité d'un réseau international qui comprend l'ISO, International Organisation de la Normalisation, qui comprend l'IEC pour la partie électrotechnique, qui comprend également en Europe des organismes, il y en a 3 en fait, qui sont soit généralistes, soit spécialisés dans les télécommunications ou dans l'électricité, qui forment les trois piliers finalement du numérique aujourd'hui. Parfait, bon, on aura l'occasion de détailler plus effectivement ces sujets. Et à vos côtés, le président du comité éditorial de l'Alliance Big Data, qu'on est heureux de retrouver sur cette émission. Charles, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, donc Charles Huot, je suis président de la Projet et je mène une action au comité effectivement éditorial de l'Alliance Big Data. On s'est posé la question il y a 1 an et demi à l'initiative de Christian Dubourg et de Jean-François Legendre et du comité d'orientation stratégique de l'AFNOR. On s'est posé la question de savoir si le big data, dans ces différentes thématiques, pouvait être sujet à de la normalisation, soit dans le cadre de l'échange de données, soit dans le cadre de la mise en œuvre de services, soit dans tout autre sujet. Donc moi, je suis nouveau dans ce monde de la normalisation, je l'ai découvert tout au long de l'année, à l'occasion de l'écriture d'un livre blanc collaboratif sur le big data et la normalisation. Très bien. Alors la normalisation, si je me fais, pour démarrer le sujet, hein, si je me fais un peu l'avocat du diable, la normalisation, on va dire qu'on va critiquer les normes, on peut entendre dire que c'est lourd, que c'est complexe, c'est contraignant, c'est cher, etc. Mais pourtant c'est indispensable et ça peut être justement générateur de gains de productivité, générateur de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça justement, Jean-François? Je vous donne la parole. Alors la première chose, hein, c'est qu'il ne faut pas confondre normes et réglementation. Hein. Parce que des fois, on entend dans les discours, il y a trop de normes. En fait, les gens pensent qu'il y a trop de règlements. Une norme, qu'est-ce que c'est? C'est un accord volontaire. Donc, c'est des gens qui participent de façon volontaire pour organiser finalement un marché, hein, pour répondre à un objectif qui est d'améliorer les échanges, d'ouvrir un marché. Hein, et de la même façon, les normes s'applique de façon volontaire. Hein. Donc c'est quand même 3 éléments importants à bien saisir. Alors à partir de ce moment-là, en fait, c'est vrai qu'il y a une compétition entre les normes internationales dans différents domaines, hein. Mais quelque part, on voit bien qu'il y a quelques normes qui sont vraiment clés, que tous les professionnels doivent connaître dans certains secteurs d'activité. Et alors il y en a au niveau français, mais elles sont pour la plupart des normes internationales ou des normes européennes. Hein. Il y en a qui régissent beaucoup de choses. Par exemple, notre capacité à faire de la signature électronique. Hein. Les cartes à puce, il n'y aurait pas de normes. On ne pourrait pas aujourd'hui faire de paiement électronique. Hein. Donc,
Voilà quelques exemples sur lesquels les normes sont des documents, donc, je répète, d'application volontaire et qui permettent à des opérateurs de marché finalement d'interopérer ou de s'organiser. Hein. C'est aussi des normes d'organisation dans les entreprises. Voilà. Complément de réponse avec vous, Christian. Les normes, c'est, comme je le disais, effectivement indispensable. Et quels enjeux il y a derrière? Oui, alors les normes, c'est très structurant déjà. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à plusieurs niveaux, pour ceux qui participent aux travaux de définition du contenu des normes, donc il s'agit en général d'un ensemble d'entreprises représentatives des secteurs qui sont abordés dans le sujet des normes. C'est justement AFNOR qui organise en fait les tours de table pour trouver les meilleurs interlocuteurs adaptés aux différentes normes sur lesquelles on travaille. Une chose importante, c'est qu'une norme est un consensus entre des acteurs et de ce fait-là, l'ensemble des acteurs se mettent d'accord sur des textes, des règles de l'art qui représentent les règles de l'art de leur marché. Donc dès lors que c'est ainsi qu'on définit une norme, il est très intéressant de la suivre puisque ça veut dire que lorsque l'on est client, on a une certitude de mise en œuvre de règles qui représentent réellement celles qui ont été définies par les professionnels correspondant au sujet traité. Dernier point, la norme peut aller bien au-delà de la simple application de règles, puisqu'il existe dans un autre organisme de l'AFNOR qui n'a rien à voir avec AFNOR en normalisation, AFNOR certification, il est possible de faire des démarches de certification basées souvent sur des règles qui ont été construites sur des normes. Donc c'est bien le terreau de base qui est la norme, et la certification permet de vérifier que les règles qui sont définies dans les normes sont appliquées de façon convenable et surtout permet d'améliorer sans cesse en fait le processus de mise en œuvre de ces normes par la vérification régulière par des audits réguliers de la qualité des processus déployés. Donc c'est très structurant à tout niveau pour les clients, pour les fournisseurs, évidemment pour nous éditeurs. Comment s'y retrouver justement entre les normes nationales, internationales? Aujourd'hui, si effectivement, moi je rentre dans une démarche de normalisation, auprès de qui s'adresser? Le point d'entrée, c'est qui? C'est l'AFNOR directement? Oui, l'AFNOR est un excellent point d'entrée alors, à deux niveaux. Hein. Vous pouvez vous intéresser à la normalisation en disant je vais appliquer des normes, mais vous pouvez aussi également vous intéresser à la normalisation pour dire j'aimerais bien qu'il y ait une norme sur tel ou tel sujet. Hein. Alors, AFNOR elle-même, je veux dire, n'invente pas de normes. Nous ne faisons que de répondre à la demande des professions qui souhaitent élaborer des référentiels normalisés. Donc, ça, c'est important. Alors ensuite, on est le point d'entrée pour les normes internationales également, soit pour participer à la normalisation, soit tout simplement pour acquérir des normes, soit pour être formé à une norme donnée, hein, dans un sujet donné, hein, soit, comme on l'a dit, alors sur la certification, on n'est pas le seul point d'entrée, dans le sens où si on est le point d'entrée unique pour les normes, au sens j'élabore des normes ou je diffuse des normes, en revanche, on est l'un des points parmi d'autres hein, pour ce qui est de la partie certification. Par exemple, dans le domaine de, mettons, la certification de sécurité ISO 27001, hein, qui vous certifie la confiance que vous pouvez avoir dans un système d'information, eh bien, en réalité, il y a de nombreux organismes qui certifient, mais par contre, ils certifient tous sur la base de la même norme internationale qui s'appelle ISO 27001. Alors ensuite, elle est reprise en norme française, mais elle va s'appeler NF ISO 27001. Hein, et si elle est reprise en norme européenne, elle s'appellera NF-EN quelque chose. Et AFNOR. Voilà. Ok. Charles, peut-être en complément, la normalisation dans le domaine qui nous tient à cœur aujourd'hui, dans le domaine du big data, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va concerner pour les entreprises? Donc, on va aborder les notions de donc, normalisation dans le cadre de l'archivage, dans le cadre du stockage. C'est dans. Alors ça, je laisserai Christian répondre sur une norme sur laquelle a travaillé la projet depuis pas mal d'années, dont certains
les éminents représentants sont dans la salle aujourd'hui. Sur le big data, on n'en est pas tout à fait là. Sur le big data, on s'appuie sur la question de la normalisation. Déjà, donc c'est un livre blanc prospectif, hein, c'est-à-dire on est dans la perspective. Qu'est-ce qu'on peut normaliser? Mais la première chose, c'est déjà de se mettre d'accord sur le vocabulaire. C'est-à-dire, quand on dit big data, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, dans le cadre des travaux prospectifs qu'on réalise, on dit dans big data, il y a data, donc il y a toutes les variétés des données. On en a vu beaucoup aujourd'hui, depuis les données de l'entreprise, bien entendu, hein, les archives, etc. Puis les données des objets connectés, puis les données du gouvernement, les données de l'open data, enfin, bref, toutes les données. Et puis ensuite, il y a la technologie de transformation. Comment je vais transformer ces données? Et là, il y a le cloud, le SaaS, les différentes technologies de data mining, de text mining, d'image mining, les outils de data visualisation, etc. Donc là, il y a toute une famille de technologies de transformation. Et puis enfin, il y a les usages. À quoi ça va servir? Donc aujourd'hui, ça nous semble important, et ce sera le sens de nos recommandations auprès du comité d'orientation stratégique, à l'issue de ce livre blanc, c'est-à-dire, est-il utile, est-il nécessaire, et comment dirais-je, dans un objectif de certification d'acteurs du big data, de mettre en place une norme pour dire, vous pouvez vous adresser à cette société, elle a mis en place une certification, et on vous garantit que ce qu'elle appelle une donnée, c'est une donnée, ce qu'elle appelle un outil de transformation, voilà. Et donc c'est vraiment ça. Donc on est encore en prospectif, alors vraiment en prospectif, parce que notre dernière réunion avec M. Legendre aura lieu fin de semaine prochaine, et on remettra nos conclusions, je crois, avant la fin de l'année, et on partagera le livre blanc avec les gens voilà, qui s'intéressent. Très bien. Aujourd'hui, dans cette démarche de normalisation, est-ce que ça va bousculer un peu l'organisation interne de l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas forcément structurée, vous le disiez tout à l'heure, ça va être une démarche structurante. Donc du coup, même dans l'organigramme de l'entreprise, aujourd'hui, on va avoir, ça va être quoi? Ça va être une création de poste avec un monsieur qualité, un monsieur normalisation. C'est comme ça qu'on procède, Christian? Oui, alors déjà, une chose importante, la normalisation et la certification ou la certification ne s'adresse pas qu'aux grandes entreprises. C'est important de le dire puisque je représente ici une PME et nous avons fait une démarche non seulement structurante pour travailler avec d'autres partenaires, même des concurrents parfois, sur un texte commun pour définir des règles de l'art communes, mais nous avons également souhaité mettre en œuvre une démarche qualité, en effet, qui là nous est propre pour faire certifier notre système d'archivage interne. Et en effet, nous sommes une PME, donc c'est accessible à tous. Ça, c'est un point fondamental. On a souvent tendance à l'oublier. Le deuxième point, c'est que le début de la norme, c'est souvent le vocabulaire. Comme le disait Charles tout à l'heure, on commence par faire des normes de vocabulaire pour faire en sorte que les acteurs se comprennent, utilisent la bonne terminologie et qu'il y ait les bonnes définitions derrière les termes. Ça, c'est fondamental aussi, de façon à pouvoir ensuite dialoguer, parce que si on n'a pas le même vocabulaire, on a du mal à se comprendre. Donc très souvent, on commence par là. Je rebondis aussi sur un petit point de tout à l'heure. D'un point de vue de notre pays, il est aussi très important de savoir que lorsqu'on crée une norme en France, on souhaite faire en sorte de la partager avec le monde entier. Et il arrive que certaines normes françaises soient portées à l'ISO, donc au niveau international, avec une initiative française qui est très importante pour la France, pour le leadership français sur les marchés internationaux. Donc ça, c'est aussi un point fondamental de la normalisation qui est nécessaire dans la représentation de la France. Et je pense que M. Legendre pourra nous en dire plus sur la représentation de la France tout à l'heure, parce qu'elle est pas mal. En ce qui concerne la démarche de mise en œuvre d'une norme, du moins quand on est dans une démarche de certification comme on l'a été, en effet, c'est du travail. Il faut mettre en place des processus, donc définir des processus. Il faut des personnes donc, qui sont en charge de cela. Donc on crée de l'emploi. On crée de l'emploi au travers de la qualité, au travers de la gestion des risques. On crée de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser et à se poser des questions sur la manière dont on va gérer dans le temps les informations qui nous entourent, comment on va les appréhender, quelle politique on souhaite mettre en œuvre derrière l'ensemble de ces informations, politique de conservation, politique associée au risque. Donc c'est très très structurant à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a toute la vie, hein, au-delà de la mise en œuvre, il y a toute la vie en fait du système qui est mis en place, qui nécessite un suivi au quotidien
et une vérification, des enquêtes de satisfaction au sein de l'entreprise. Donc évidemment, on a le marketing aussi qui intervient à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment, il faut voir non pas la mise en œuvre d'une norme quand on la met en œuvre en tant que client comme étant une contrainte, mais au contraire comme étant une plus-value pour l'entreprise dans sa démarche qualité et dans l'amélioration de ses processus. Alors la représentation de la France au travers des normes, c'est Monsieur Legendre qui nous a envoyé un document très intéressant il y a peu de temps là-dessus. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la France est très bien placée au niveau international, d'une façon générale, dans les processus de normalisation. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par la présidence ou le secrétariat de tel ou tel groupe de travail. Hein. Donc, à ce titre-là, on est dans le top 5 des organismes de normalisation mondiaux aujourd'hui. Hein. Au niveau européen, on est le troisième, donc c'est quand même pas mal, quoi, hein. C'est quand même une bonne position. C'est une position qu'on conserve. On crée régulièrement des comités. Par exemple, très récemment, en fait, quand je dis très récemment, c'est en cours de création, dans un domaine qui touche le big data, en fait, hein, qui est celui du management des données personnelles. Alors, d'une part, on est présent au plan international, mais on a décidé de prendre le lead, en fait, pour répondre à une demande européenne qui est faites-moi une norme sur la façon dont on peut anticiper à la conception les risques en matière de données personnelles, donc la conception des produits. Hein, des produits. Donc, par exemple, un système d'archivage pourrait être tout à fait concerné par cette nouvelle norme. Donc, ce genre de demande, vous voyez, on peut être proactif, c'est-à-dire décider d'y aller et puis décider que c'est nous qui. Alors, on propose ça, ensuite, il faut négocier avec les autres pays pour que ça soit accepté, bien sûr. Hein. Mais on prend le lead ou on est simplement actif, c'est-à-dire qu'on contribue mais sans avoir le lead. Il y a des domaines où c'est le cas. Hein. Typiquement, par exemple, dans le domaine du cloud computing, hein, on est actif dans le sens qu'on a participé à l'élaboration d'une norme de vocabulaire notamment, puis il y a aussi un modèle de référence de ce que c'est qu'un service de cloud computing, enfin les services plutôt, parce qu'il y en a plusieurs typologies. Et on a une troisième position où quelquefois on estime que c'est pas un domaine d'intérêt pour la France et on n'est pas présent. Donc néanmoins, nonobstant cela, on voit bien que aujourd'hui, dans le domaine de la normalisation organisée, la normalisation qui est reconnue par l'Organisme mondial du commerce, hein, qui est la seule en fait qui ait vraiment un impact pour les entreprises, eh bien, on est quasiment dans les leaders, en fait. Ce qui est pas mal compte tenu de la position aujourd'hui de la France sur ces marchés. Ok, on poursuit le débat. Christian, c'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure quand vous parliez de l'accessibilité pour les PME justement par rapport à ces normes, parce que qui dit PME dit souvent contraintes économiques fortes et un peu le nez dans le guidon, et souvent on parle aussi de retour sur investissement pour chaque euro investi pour une entreprise ou chaque temps passé, et du coup cette notion de ROI, je pense que c'est pas un gros mot dans ce contexte de normalisation, quoi. Oui, pour une PME, c'est pas forcément très visible au départ, et pourtant il y a un ROI très important à plusieurs niveaux. Le premier niveau concerne en fait le suivi de règles qui font que votre compétitivité est améliorée par rapport à vos concurrents. Ça, c'est important, puisqu'en fait, suivre des règles, c'est être certain d'apporter le meilleur de ce qui a été jugé comme étant pertinent dans la mise en œuvre d'un processus ou dans la compréhension d'un vocabulaire. Donc pour une entreprise, la première mesure, c'est la compétitivité par rapport à ses concurrents. C'est très important pour une PME, surtout de nos jours. La deuxième chose, c'est bien entendu le fait que si vous participez à la normalisation pleinement, vous n'êtes pas que acteur pour mettre en œuvre de la normalisation, mais vous pouvez être acteur, comme on le disait, pour définir cette normalisation. C'est-à-dire que là, vous allez développer également un réseau de partenaires avec qui vous allez pouvoir travailler pour améliorer la profession et de cette façon-là, dynamiser le commerce que vous pourriez faire autour de cette profession. Donc c'est un deuxième point fondamental. Puis troisième point fondamental, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que si vous mettez en œuvre
une norme comme nous, ce que l'on a fait sur la norme de l'archivage électronique, on l'a mis en œuvre non pas pour se faire plaisir, mais parce que ne pas conserver des documents numériques représente un risque de par la réglementation et la loi. Et ce risque-là doit être couvert en cas de contrôle fiscal, aussi simplement que ça, ou sur d'autres enjeux. Et savoir conserver en fait des documents tout en assurant leur pérennité, leur intégrité et leur sécurité correspond à un besoin réel du marché, puisqu'aujourd'hui, si on prend le cas de tout ce qui est business to government, par exemple sur la facture fournisseur, celle que vous envoyez à l'État, va devoir être dématérialisée à partir de 2007 pour toutes les grandes entreprises, puis 2018, 2019 et 2020 pour les PME. Autrement dit, vous n'aurez pas la possibilité d'envoyer une facture papier, vous devrez l'envoyer sous forme numérique. Donc vous comprenez bien que dès qu'on commence à toucher à ce genre de choses, alors dans le B2G, c'est un peu différent parce que le gouvernement donne un petit peu le là, bien que c'est assez récent, ça. Avant, ça ne se faisait pas trop. Mais il faut des règles pour le B2B. C'est très important puisqu'en fait, là, on parle d'échange entre acteurs business et sans règles, on ne peut pas mettre en œuvre une dynamique vraiment en dehors de cet aspect de normalisation. Donc je pense que le retour sur investissement se fait également sur la capacité à mettre en place une gouvernance et à gérer ses risques tout à fait convenablement. Et c'est ce que l'on peut faire dans une PME très facilement. Juste pour vous donner une idée, se faire certifier un système d'archivage électronique aujourd'hui sur des règles de l'art bien définies par des auditeurs qualifiés et extérieurs, c'est 5 jours. Donc c'est vraiment rien. Hein. Ouais, c'est pas le serpent de verre qui on voit pas le bout du projet, mais je pense que c'est intéressant parce que comme vous le disiez, ça permet finalement de prendre de l'avance. Là, vous parliez tout à l'heure de l'obligation en termes de dématérialisation de certains documents ou autres. Et du coup, finalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai gap. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont encore très loin de ces préoccupations. Et finalement, le fait de rentrer dans cette démarche de normalisation, ça permet d'être en veille, de prendre de l'avance. Et ça aussi, c'est des gains de productivité parce que derrière, on peut gagner du temps par rapport aux concurrents dans des réponses clients, bref, dans tout le circuit de l'information dans l'entreprise notamment. Quoi. Commentaires sur tous ces points peut-être Oui, mais il y a quand même un commentaire, je voudrais dire. L'un des avantages de la normalisation, c'est que on a dit qu'on établissait des normes par un système de consensus. Hein. Alors, ce qu'on recherche, c'est une représentativité de tous les acteurs possibles. Hein. Donc, on recherche évidemment les fournisseurs, mais également les utilisateurs. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la normalisation, c'est qu'on a dans la chaîne de valeur, on va jusqu'aux utilisateurs. Par exemple, dans le cadre du travail sur le big data, on a eu la contribution d'associations de consommateurs qui sont aussi concernés par les problèmes de cloud, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que quand on utilise des systèmes de cloud, on les utilise également pour soi, pour les entreprises, mais également pour soi. Donc ça, c'est une chose importante à avoir en tête, c'est que la normalisation, que ce soit au niveau français, mais aussi au niveau international, recherche une représentativité des différentes catégories d'intérêt, des différentes parties intéressées. Et on ne démarrera des travaux que si on a cette représentativité. Très bien. Charles, peut-être sur aussi la préparation des normes de demain, sur aussi des conseils qu'on peut donner. Justement, vous parlez de certains livres blancs pour peut-être se tenir informé des best practices en la matière. Oui, alors ça c'était donc sur le big data. Donc, on a ce livre blanc que je conseillerais. Je pense qu'il y aura une diffusion large dès le mois de décembre de la part de l'AFNOR et des 40 experts qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. Ce qui était avec des gens qui étaient dans le secteur du droit. On a parlé du droit sur les données, des gens de la technologie sur les réseaux, c'était très intéressant. Et puis des gens dans le vertical santé, des gens de la CNIL, des gens de l'assurance santé. Enfin, c'était très varié et c'était absolument passionnant. Et puis, parmi les petits éléments qu'on a sortis de ce travail qui a duré 1 an, on s'est aperçu par exemple qu'il y avait 1 million d'API disponibles sur des jeux de données. Alors, API, c'est quoi? C'est le système de câblage, vous savez, c'est votre prise électrique. Aujourd'hui, pour se brancher sur des jeux de données, il y a à peu près 1 million d'API différentes. Donc évidemment, lorsqu'on parle de big data et qu'on parle d'harmoniser, de normaliser
et de regrouper des jeux de données différents pour faire de l'innovation et développer des nouveaux services, on voit tout l'intérêt. Déjà, On a besoin de normes pour l'interopérabilité. Voilà, absolument. Il nous reste 1-2 minutes sur cette émission, c'est passé très vite. Qu'est-ce qu'on peut donner peut-être comme conseil, encore une fois, comme bonne pratique pour des entreprises qui souhaitent rentrer dans cette démarche de normalisation? Là, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé concrètement, hein, c'est en quelques jours qu'on peut mettre en place la démarche, etc. Donc, c'est des projets qui sont accessibles. Les freins pour les freins d'entreprise qui n'y vont pas, les freins à lever, ce serait quoi peut-être, Christian? Alors, je crois qu'il y a eu un mot très important que M. Langevendre a donné tout à l'heure, c'est une démarche volontaire. Hein. Donc, on ne peut pas obliger qui que ce soit à travailler et à améliorer ses processus. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui guide l'entreprise? C'est la compétitivité. Donc, si l'entreprise n'est pas consciente qu'elle doit mettre en œuvre une démarche volontaire pour améliorer sa compétitivité, eh bien, elle a peut-être plus trop de temps à vivre. Donc, je crois que c'est vraiment l'essentiel du débat là-dessus. Il faut savoir que nous aussi, on a une... Alors, pas parler de nous spécialement, mais on a un angle un peu particulier de la normalisation, puisqu'en fait, on est éditeur. C'est-à-dire qu'on fait des programmes pour nos clients. Donc, la normalisation là-dedans est fondamentale, parce qu'on a parlé des myriels d'API, donc des myriels de prises électriques différentes qu'il faut brancher. Imaginez pour un éditeur comme nous, si on veut mettre en place un système de récupération de données sur le net, il va falloir qu'on utilise les API de telle société, pour ne pas les citer, dans les réseaux sociaux. Une autre société va proposer une autre API, etc. Donc on va devoir démultiplier le travail pour offrir finalement pas grand-chose aux clients. Alors que si on avait un certain nombre de règles d'accessibilité à de l'information partagée et sur lequel on puisse s'appuyer, évidemment pour des personnes comme nous qui sommes dans la chaîne de création de la valeur, eh bien évidemment ça change tout de suite les choses. Donc je pense qu'il faut aussi comprendre que au-delà des gains dont j'ai déjà fait mention, la normalisation est extrêmement structurante pour des éditeurs de logiciels ou pour toute personne qui fabrique derrière en fait, du produit interopérable. Voilà, donc ça c'est vraiment un point, je pense, très structurant et important. Jean-François, en complément peut-être, mot de la fin également sur... Alors, je confirme ce besoin. Par exemple, notamment, ce besoin va être surdimensionné par aujourd'hui la problématique des objets connectés. Pourquoi? Parce que les objets connectés eux-mêmes, ils émettent des informations. Si on n'est pas capable de... Et aujourd'hui, il y a des objets connectés, c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc, si on veut faire du big data, mais le big data, c'est des données massives, mais ne serait-ce que les récupérer des données, même dans un secteur donné, si tout le monde met en place des processus et que ces objets communiquent avec des processus qui leur sont propres et propriétaires, il est clair qu'on ne pourra pas exploiter l'information derrière. Et ça, c'est une problématique qui a été encore soulignée. Hier, moi, j'étais à l'Assemblée générale de l'Institut des télécommunications européen. Et cette problématique-là, on n'a parlé que de ça à table, quoi. C'est un véritable enjeu aujourd'hui que d'avoir un langage commun pour tous les systèmes. Qui transcende finalement les problématiques de métier, parce qu'il est évident qu'un compteur intelligent n'a pas les mêmes types de données qu'un téléphone mobile, quoi, hein. Dans l'absence là, il faut quand même qu'on puisse récupérer les données. Et c'est un point très très essentiel, je confirme. Très bien. Charles, peut-être conclusion des conclusions, et puis rappel aussi de la conférence de plénière de clôture après qui va être... Absolument. Donc, non, je pense que, étant arrivé assez tard dans le monde de la normalisation, j'ai découvert cet univers, tout l'intérêt qu'il y a à suivre cette démarche, et d'où la proposition de cette table ronde aujourd'hui, pour faire découvrir à nos adhérents et plus généralement aux gens qui suivent la Projette sur le net et dans ces vidéos, et ainsi que nos partenaires, l'intérêt de la normalisation. Je crois qu'il y a ce travail qui touche aussi la nouvelle économie, qui touche aussi le numérique de façon massive et probablement de façon beaucoup plus importante qu'elle a touché les autres secteurs dans le passé. Alors, donc maintenant, nous arrivons à la fin de cette journée. Nous aurons l'occasion d'accueillir dans quelques instants Philippe Lemoine,
qui rapporte pour le gouvernement, qui a fait tout un travail et propose un certain nombre de mesures, une centaine de mesures pour le développement du numérique en France, et qui va venir nous exposer ces mesures principales dans cette salle, devant cette assemblée, dans quelques minutes. Merci. Très bien, on va s'arrêter là. Merci à tous, Jean-François, Christian, pour votre présence sur cette émission. Si vous voulez en savoir plus directement auprès de l'AFNOR, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le point d'entrée pour toute cette démarche de normalisation. Merci à tous pour votre attention et dans quelques minutes, donc la suite des travaux avec la conférence plénière de clôture de cette journée du FAN 2014. Merci.